Je m'appelle Jonas, j'ai 40 ans, j'ai réussi à faire 1 million d'euros de chiffre d'affaires grâce à l'hypnose en Belgique et maintenant je suis expatrié en Thaïlande et je vais vous raconter mon histoire. Toi, à la base, t'es pas né en Thaïlande. Toi, t'es né en Belgique. C'est ça. En Belgique, en plus, t'as monté une société où t'as fait fortune, etc. Ouais. Qu'est-ce qui a fait que t'as monté cette société-là, que t'as voulu entreprendre? La rage de vivre, la rage de m'en sortir, marre de demander, de quémander des samedis de congé, marre de commencer à compter mon argent et de regarder ce que je mets dans mon caddie le 10 du mois, tout simplement. T'as entrepris dans quel domaine? Parce qu'en plus, c'est un domaine assez particulier. Développement personnel, bien-être, les formations, en présentiel d'abord, en ligne ensuite. Comment t'as développé ça au départ? Parce que toi, au début, tu travaillais chez Lidl de mémoire. C'est ça, j'étais chef de supermarché chez Lidl, effectivement. Je me suis intéressé, j'ai pris des cours du soir, j'ai ouvert beaucoup de bouquins, j'ai beaucoup d'autodidactes. Hein. Et puis, à un moment donné, j'ai fini par prendre des outils que j'avais trouvés à gauche, à droite, les rassembler et créer ma propre technique. Et puis, j'ai commencé d'abord à donner des séances de soi, de coaching, et puis petit à petit à créer mes propres formations. À la base, je cherchais pas un client, je cherchais juste à faire plaisir. J'avais un pote qui était pas bien, il est venu, j'ai fini par renseigner l'hypnose. J'ai fait une petite séance, il était super content, super, je kiffe, merci. Et puis un jour, il y a mon téléphone qui sonne. C'était une nana, la sœur du gars en question. Et elle me dit « Ah bonjour, je suis la sœur de Stéphane. Voilà, il m'a parlé de ce que tu pouvais faire. Moi, j'ai une phobie. Est-ce que tu peux me recevoir ?» J'ai dit « Oui, d'accord, ok, viens à la maison, il n'y a pas de souci. » Je la connaissais pas, moi. Elle a débarqué. On a fait une séance. C'était une petite phobie, rien de bien compliqué pour un hypno. Et à la fin, elle m'a dit « Ok, je te dois combien ?» Elle a sorti un billet de 50. Elle dit « Ça ira ?» Je dis non, tu me dois rien, c'est ok, si. Et elle a commencé à me payer. Et puis je me suis dit, tiens, il y a moyen de faire du business finalement. Ça s'est fait avec le bouche à oreille, un peu le hasard d'une certaine façon. Au début, c'est comme ça que ça a commencé. Juste, tu t'es mis en action et tu avais cette compétence de l'hypnose de base. Une compétence que j'ai quand même apprise il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. Avant de lancer le business, tu veux dire? Oui, c'est ça. Il faut savoir que moi, à l'école, j'ai pas étudié l'hypnose. Je suis paradoxalement opposé à l'hypnose. Moi, à la base, je pensais que c'était des comment on appelle ça, des escrocs. Des escrocs, oui, bien sûr. Ils viennent avec un gobelet ou tu sais ceux qui viennent avec un pendule. Regarde-moi ça, je vais t'hypnotiser. Allez, c'est bon, ferme-la, voilà une pièce, dégage. Pour moi, c'est des escrocs. Madame Irma, là, tu vois, moi, tu me parlais d'hypnose, de bien-être, d'énergétique à la base. Je voyais un gars qui allait te voler. Je voyais, tu vois, tous les clichés qu'on a là-dessus finalement. Mais un jour, j'étais dans le Vieux-Nice avec un pote, Anthony Jodard, salut Anthony, et il voit que j'ai une phobie des chiens. À l'époque, j'avais vraiment une phobie des chiens, j'étais terrifié par les chiens, il voit, il le remarque, et en soirée, il m'a dit, écoute Jonas, si tu veux, je t'enlève ta phobie des chiens. Le gars, il s'est pris pour Harry Potter ou quoi? C'est quoi? Il t'a dit, je t'enlève ta phobie des chiens. Il m'a dit, je t'enlève la phobie des chiens. Ok, écoute Anthony, si tu sais faire en sorte que moi, j'ai plus peur des chiens, je signe là maintenant tout de suite, je dis, parce que tu sais, quand tu as une phobie, c'est lourd quand même. C'est prenant. Et il m'a fait une petite séance d'hypnose, ça a duré, je crois, 20-25 minutes, je sais plus vraiment dire. Et je me suis senti super bien par rapport au chien. Et je suis resté à Nice un moment, il faut le savoir, et je lui en ai reparlé, je dis, c'est incroyable. Il m'a dit, si tu veux, je t'enseigne les bases de l'hypnose en accéléré, mais après, il faudra lire des bouquins, il faudra suivre des formations, il faudra suivre des cours, je vais te donner tous les liens utiles, voilà, c'est ça, mais les bases, je te les donne maintenant. J'ai dit oui. J'ai sauté sur l'occasion, pourquoi pas? Ça aurait été débile finalement de dire non alors qu'on veut t'apprendre quelque chose. Tu as suivi une opportunité, certains auraient dit non. C'est ça. Certains auraient dit non, ça m'intéresse pas, j'ai pas le temps, j'ai machin chose. Toi, tu as suivi une opportunité qui fait qu'aujourd'hui, petit à petit, on va y venir, tu es en Thaïlande. C'est ça, ouais. Et tu as peur des chiens encore alors? Non, tout va bien maintenant. C'est fou, c'est vrai que même moi, l'hypnose, je fais partie des gens qui y croient modérément, quoi. C'est ça. Et pourtant, ça fonctionne. Tu sais, en Belgique, on a une reine qui avait été hypnotisée pour justement subir une opération médicale. Elle l'a subie sous hypnose. Il faut aller voir sur Google, c'est là, c'est vérifiable. Ça fonctionne l'hypnose. Mais c'est vrai qu'on a toujours cette image de, comment il s'appelle, Mesmer, charlatanisme, etc., du show. J'ai un pote, Haïm. Haïm, si tu nous regardes, je te salue. Qui a une grosse chaîne YouTube en plus. Il vient de temps en temps, tu connais. Il est venu il n'y a pas longtemps ici en Thaïlande. Il revient à fin d'année me dire un petit coucou. Voilà, il réussit, il performe en hypnose aussi. Il fait beaucoup des shows, mais il va pouvoir également traiter tout ce qui est hypnose, on va dire, clinique, médicale, bien sûr. Comment t'es monté là-dessus niveau business? Tu sais, ça se fait petit à petit. Tu commences à développer une clientèle grâce au bouche à oreille. Puis à l'époque, je voulais pas rester que sur l'hypnose, donc j'ai pris des cours du soir, j'ai étudié la sophrologie. Et puis d'autres disciplines sont arrivées. Et alors petit à petit, tu as un client, un deuxième, un troisième, un quatrième. Et puis un jour, tu dis, OK, j'ai beaucoup de clients, mais je suis limité.
Parce qu'à l'époque, j'avais encore ce syndrome du sauveur, que je n'ai plus maintenant. Tu es vois. limité par ton temps, parce que Oui. chaque prestation, tu la fais en physique. Mais bien sûr, tu peux ça pas va te scaler prendre ton une heure, business. Ok. 1h30, tu vois. Et puis un jour, je me suis dit, stop, si tu veux aider un plus grand nombre de personnes, faut plus faire des soirs en hypnose, faut enseigner l'hypnose. Et vu que j'avais des bons résultats, ben, j'ai commencé à écrire ma première formation en hypnose, qui a très bien fonctionné. J'ai formé énormément. Que tu as vendu en ligne. En présentiel d'abord. En présentiel, ok. En présentiel, donc c'était plusieurs cours en journée, en soirée. Voilà, c'était pas juste une seule journée, hein, tu t'en doutes. Et puis petit à petit, j'ai reproduit le schéma pour justement la mettre en ligne. Et sur la fin, j'avais les deux, en présentiel et en ligne. Sur la fin, tu générais combien et tu avais combien de salariés en Belgique? Alors sur la fin, j'ai ouvert une société, mais il faut savoir qu'au moment où je décide de quitter mon employeur, c'est-à-dire Lidl, et me lancer comme indépendant en personne physique à 100%, il s'est quand même passé 2 ans où j'ai travaillé en après-journée. D'accord, où j'ai vraiment. Après-journée? Oui. Ah oui, tu Donc finissais ton j'avais taf mon boulot, et t'enchaînais. voilà, c'est Ok. ça. Et j'ai commencé Side une business, activité ok. d'indépendant, mais après journée. tu D'accord, vois. ouais, t'as raison. Et puis est arrivé début de l'année 2020 où j'ai quitté mon employeur, Lidl, et je me suis lancé à 100% comme indépendant en personne physique. Et 3 mois seulement après avoir quitté mon employeur, mon comptable m'appelle, il me dit, monsieur, il faut ouvrir un business, une société, parce que le business, il fonctionne trop de bien. chiffres. Et en termes d'impôts, vous allez vous faire mal aux dents. Surtout en Belgique. Surtout en Belgique. Et puis c'est ce qu'on a fait, on a ouvert, enfin c'est ce que j'ai fait, mais avec le comptable, on a ouvert une société. Et puis 3 ans après, j'ai engagé jusqu'à 27 personnes, on avait jusqu'à 5 centres. Si tu veux, on avait le siège social, mais on donnait formation en présentiel dans 5 centres différents. On avait des succursales et on générait au mieux des mois de chiffre d'affaires avec 65 à 66 000 euros de chiffre d'affaires. Et on vend que de la formation, donc c'est presque que du bénéfice. Que de la marge, bien Voilà. sûr. Mis à part l'imposition et les charges fixes de salariés, etc. Voilà. Alors et là t'as généré aussi, des millions. il y avait une astuce, c'est qu'en Belgique, j'ai engagé énormément d'indépendants. Ah, tu prenais des prestataires? Ah bah oui. Ah bah, bien évidemment. Voilà. Ils étaient payés à Bien 250 euros la journée, net. Alors 250 euros, ça peut sembler pas beaucoup pour un indépendant, mais attention, c'est net. Et en plus de ça, l'indépendant, il commençait à 9h, il finissait à 15h. Et ils avaient 1 heure de pause sur leur journée. Donc on était quand même payé 50 euros de l'heure. En Belgique, c'est quand même une norme pour un indépendant qui se lance. Et alors j'ai engagé des masseurs, des kinés, des formateurs dans plein des disciplines, oui, des thérapeutes. Thérapeute, ça veut rien dire, ça veut tout dire, mais quelqu'un qui va enseigner par exemple la lithothérapie, quelqu'un qui allait enseigner la numérologie, quelqu'un qui allait enseigner le massage aux huiles, etc. Alors des fois, on avait des commentaires sur Internet, oui, bande de charlatans, la litho c'est des conneries, la numérologie, vous êtes des escrocs. Comment tu as fait face aux haters, justement? Tu sais, à un moment donné, il faut commencer à se rendre compte de ce que c'est vraiment la réalité d'un individu. Je peux entendre que certains ne sont pas en accord avec toi parce que c'est méconnu, parce qu'ils connaissent pas, parce qu'on va parler d'hypnose, charlatan, etc. Mais c'est pas parce que tu as un point de vue qui est différent du mien que je dois courber les chimes et dire il a raison, je dois arrêter, je vais retourner chez Lidl. Ça c'est hors de question. À un moment donné, on est adulte, faut s'assumer. Tu vois. Moi, je préfère croire à cette magie finalement que va apporter, allez, je parlais de lithothérapie. Tu vas te dire, ok, cette pierre-là, elle va m'apporter ceci, cela. Alors c'est vrai, c'est pas vrai, c'est autre chose. On va rentrer dans le domaine où, tu sais, on va parler de l'effet placebo. Si un individu pense que c'est vrai, ben ça va lui apporter davantage que s'il l'a pas. Par exemple, ça a été démontré scientifiquement, l'effet placebo. Et moi, je préfère croire en cette magie-là, la magie des pierres, la magie du Père Noël, j'ai envie de dire, que la science de la bombe nucléaire. Tu vois ce que je veux dire? On t'a apporté quelque chose de positif à un individu. Après, si derrière... c'est de la manipulation. Toi, tu vois ça comme de la manipulation. Certains vont dire que c'est plutôt de l'influence. Tu es influencé parce que tu portes un bracelet en pierre et tu vas dire, ok, il m'apporte ça. Aujourd'hui, grâce à ce bracelet, je vais me sentir mieux. Je vais pouvoir, admettons, je sors d'un burn-out, retourner au travail et affronter la journée. Alors au début, tu vas un peu hésitant, tu vas prendre ton bracelet, tu vas le regarder et tu vas te dire, ok, il va m'apporter cette énergie. Mais tu es tout seul à t'apporter cette énergie. Mais finalement, il va quand même te permettre de faire cette journée. Et donc, manipulation, influence, mais quoi qu'il arrive, tu es y arrivé. Et ça, moi, je n'observe que le résultat. Et si le résultat est positif, alors je vais le proposer, bien sûr.
Est-ce que tu as eu peur de te lancer et comment tu as vécu cette peur-là? Parce que je sais qu'il y en a énormément justement qui veulent lancer leur business, qui ont un travail comme tu as eu et qui se disent est-ce que je dois me lancer, est-ce que je dois le faire à côté, est-ce que je dois tout arrêter et me lancer ou je me lance pas du tout? Oui, mais alors à ce moment-là, tu vas avoir peur pour tout. Tu vas avoir peur de prendre le volant et de faire un accident. Tu vas avoir peur d'aller parler à cette nana-là parce qu'elle va te mettre un râteau. Tu vas avoir peur de manger sur un marché, de dire ouais, mais peut-être qu'avec la chaleur, la nourriture est avariée, elle a tourné, etc. La peur, c'est un frein. C'est un des deux freins universels. Et cette petite, j'allais donner une insulte, mais cette petite sournoise, il faut la tenir en joue, tu vois, et dès qu'elle bouge, il faut la battre. La peur, c'est jamais qu'une information qui est irréelle. Et ça, c'est déjà démontré. Et moi, j'ai déjà vu des reportages où tu avais un gars qui était là, il devait rester droit. Il y avait un lanceur de couteaux en face, il lançait des couteaux, ça passait là, il avait peur. Le même gars, on lui a bordé les yeux, on l'a mis dans une autre pièce, il savait pas qu'il y a des couteaux, ben il était là souriant, il y avait des couteaux qui se plantaient autour de lui. La peur, c'est pas un réel. La peur, c'est qu'une information qui, des fois, est bénéfique pour un individu parce que ça va lui permettre de partir, de déguerpir si une situation est vraiment dangereuse pour lui. Ça va, des fois, lui permettre de faire des choix et de prendre des décisions qui vont être bénéfiques pour lui. Des fois, la peur, ça va également tétaniser certains, hein, comme tu viens de le dire. Mais moi, je vois pas la peur comme quelque chose qui est utile au quotidien. Je la vois plus comme un frein qu'il faut ignorer. Vraiment. Et le stress et l'angoisse, parce que ça fait vraiment partie de l'entrepreneuriat. Oui. Est-ce que tu as des techniques peut-être pour le dompter? Tu parles quand même à un gars qui a enseigné l'hypnose et qui a étudié la sophrologie. C'est pour donc, ça que je pose la question. Stress et angoisse, c'est OK. Il faudrait peut-être, quelqu'un qui regarde cette vidéo qui veut se lancer, je conseillerais de faire de la cohérence cardiaque. Allez voir sur Google, cohérence cardiaque. Ça prend 5 minutes. 3 fois par jour, 5 minutes, en position assise. C'est une technique de respiration. Il n'y a rien à faire. Il ne faut pas de support. Il faut juste une chaise, il faut être assis. Et il faut simplement fermer les yeux et respirer. Allez voir sur Google, et ça va vous apprendre et vous aider, vous accompagner dans la gestion au quotidien de vos émotions. Alors stress, angoisse et autres. C'est pas effet immédiat, mais si vous commencez à le faire après une première semaine, on va ressentir les bienfaits. Et à partir de 21 jours, on va vraiment avoir des circuits neuronaux qui vont se recréer. Et on va pouvoir vraiment être plus à l'aise face aux situations stressantes. Tu as travaillé avec jusqu'à 27 prestataires. Comment est-ce que tu savais avec quel prestataire tu devais travailler et comment tu gérais tout ce monde? Comment savoir avec qui on peut travailler? Écoute, on ne le sait jamais. Au début, moi, quand j'ai engagé du monde, c'était malgré moi. Donc, j'avais lancé ma petite société d'indépendants, je te le rappelle, où je donnais mes formations. Et un jour, il y a eu 2 éléments déclencheurs qui ont fait ça. Je me souviens, j'étais en train de donner formation, il y avait une nana qui s'appelle Béatrice, et elle était là. Et elle me dit, ah Jonah, un jour je ferai partie de ton équipe de formateurs. Mais j'avais pas moi d'équipe de formateurs. Et après la formation, je vais un peu lui parler. Je dis, mais pourquoi tu veux rejoindre l'équipe? Et elle m'explique quelque chose qui a été très touchant. En fait, la Béatrice en question, elle était pas bien à un moment donné de sa vie. Et elle a rencontré une nana qui s'appelle Morgane, femme que j'avais coachée des années plus tôt. Et la Morgane en question, elle avait trouvé un petit sens à sa vie, c'était de faire des bougies artisanales. D'accord? De par mon coaching, ça l'a dirigé, si tu veux, dans une direction de faire des bougies. Et Béatrice a rencontré Morgane et de par leur conversation, moi j'étais pas là, elle a retrouvé un petit sens à sa vie et Béa s'est lancée dans l'aromathérapie, les huiles essentielles, tu vois. Et bien des années plus tard, elle se retrouve en formation chez moi, elle sait qui je suis, elle me parle de ça, elle me parle de Morgane et pour elle c'était un fil conducteur logique. Ça partait de moi, ça arrivait chez Morgane, ensuite chez Béa, et ça revenait de mon côté. Et d'ailleurs, Béa a travaillé des années pour moi comme formatrice à enseigner l'aromathérapie, tu vois, les huiles essentielles. Elle a dû arrêter quand elle est tombée enceinte parce que c'est très mauvais les huiles essentielles pour les enfants. Ce que tu as fait en chiffre d'affaires, tous ces millions, tu les as fait sur combien de temps? De mémoire, c'est 3 ans. Ça s'est fait très vite. En moins de 3 ans, la société a généré effectivement des centaines de milliers d'euros chaque année et au total des millions sur plus de 3 ans et demi. Après, moi, j'ai vendu la société et en vendant la société, donc dividende, vente de la société, j'ai capté ici un petit demi-million d'euros et j'avais également, grâce à ce que tu mettais de côté, etc. Voilà, ce que je mettais de côté, il y avait des placements, il y avait un patrimoine qui s'est créé aussi parce que j'ai développé à côté de ça un autre site d'e-commerce également. Et puis tu te développes un petit peu parce que quand tu commences à avoir une éducation financière
tu vas de plus en plus loin, tout simplement. Tu prends des Exactement. coachings, tu te lances dans des formations et puis tu développes ton chiffre d'affaires. Tu as combien à peu près aujourd'hui de patrimoine net? J'ai un patrimoine à 7 chiffres Ok. en euros. Il se met à peu près dans quoi? Majoritairement de l'immobilier, plutôt des ETF? Oh, il y a voitures, une j'en sais belle rien. diversification. Immobilier, on pourrait dire que ça va peut-être toucher un gros 40% de mon patrimoine. Toi, c'est des immeubles en Belgique et des villas de mémoire. En Belgique et ici en Asie. Ah oui, c'est vrai que tu en as aussi en Thaïlande. D'accord. Un bon 40% de mon patrimoine, peut-être, oui, 35-40%. Sinon, ETF, bien sûr, des plateformes comme Interactive Brokers où tu peux investir dans des ETF, des fonds obligataires, par exemple. Ça, c'est très intéressant. De l'or papier également. Ah, t'as de l'or papier? Oui, bien Ah sûr. ouais, ok. T'as l'air étonné. Ouais, parce que moi j'en ai jamais eu et j'ai toujours été assez méfiant vis-à-vis de l'or papier. Pourquoi? J'ai besoin de toucher. Et or Ok. papier, je me méfie, mais je sais qu'en Suisse, il y en a beaucoup qui justement investissent dans l'or papier via la Suisse, etc. En plus, ils sont dans les box. Bah, ils sont dans les box et tout. Ouais. Je connais un endroit en fait où les gens le font là-bas. Ouais, Mais effectivement. je sais pas, j'ai jamais osé le faire. Tu vois, moi j'ai toujours été soit, Ouais. soit immobilier, soit Mais des actifs qui Tu courent vois, comme ça. le problème de l'or physique, si tu en as, il faut que tu le stockes quelque Ouais, part. ouais, c'est clair. Et l'or papier, c'est exactement pareil. Il est stocké quelque part. Tu comprends? Oui, oui. Ah. Mais il n'est pas stocké chez toi, tu vois. Voilà. Donc, tu es plus à l'aise. Parce que tu ne crains pas les braquages, tu ne crains pas les cambriolages. Voilà, par exemple, si tu me demandes comment on appelle ça, les crypto-monnaies, Ouais. moi, j'ai quasi rien en crypto-monnaie. Je Pareil. crois que j'ai l'équivalent je sais pas, 10 000 euros en crypto-monnaie. C'est vraiment pas grand-chose. Parce que, voilà, si demain on vient me braquer et qu'il faut faire un virement, moi, je te donne tout. Hein. Mes crypto-monnaies, je sais de les donner, il n'y a pas de souci. Maintenant, si tu veux me braquer parce que... Tu veux mon or, bon courage. Mais quoi. non, mais même pas que ça, mais même l'argent qui est placé chez DBS ou chez Citibank à Singapour, déjà moi quand je veux faire des virements, ça prend 10 minutes parce qu'il y a un tas de vérifications. Après, c'est pas possible. Les cryptos, tiens, prends-les par. Bien sûr. On n'a même pas besoin de se Et disputer. ton or je est te donne stocké tout. où du coup toi? En Belgique? En Suisse. En Suisse, voilà, bah, je savais. C'est Ouais. pour ça Non, que mais j'ai regardé. c'est pour ça que ça m'étonne absolument pas. Ouais. Du coup, toi, tu as aussi acheté des trucs qui intéressent pas mal de gens. Tu as eu ta Maserati, tu as eu ta villa, Oui. tu as eu des trucs très très beaux. Et ce qui est intéressant, c'est que ça t'as tout quitté en fait après. Ouais. Tout ce que tu avais là-bas, tu avais aussi une famille pour venir t'installer en Thaïlande. Oui, alors quand tu dis que j'ai quitté une famille, j'étais plus en couple avec la maman des enfants, t'étais il faut divorcé. quand même le souligner. Le plus âgé de mes fils est déjà majeur aussi. La dernière fois, c'est le plus petit qui est venu me voir ici en Thaïlande, donc je paye les billets d'avion, il n'y a pas de souci Ouais, bien aussi. Moi, je vois pas ça comme un abandon, je vois plutôt ça comme pour moi une seconde chance de respirer à nouveau, parce qu'en Belgique, j'ai tout fait. J'étais pas heureux et à un moment donné, tu sais, mes fils le voyaient aussi et je leur disais, je suis pas à l'aise ici. Je suis plus à l'aise dans un système qui ne me convient plus du tout. Donc à un moment donné, ma solution, ça a été de faire ma valise, mon sac à dos plutôt, et de partir de l'autre côté de la planète. J'ai pas eu de souci d'abandonner ma villa, qui au moment où je te parle, d'ailleurs, je l'ai mise en vente il n'y a pas si longtemps. Les bureaux de location sont toujours là. J'ai des revenus locatifs, mais j'ai tout mis à vendre aussi. Tu parlais de la voiture, la Maserati. C'est vrai que moi, je suis né dans une famille très précaire. J'avais pas d'argent quand j'étais jeune, donc j'ai voulu toute ma vie m'en sortir. Et tu sais, on a un peu les codes comme ça où le riche, il a une grosse montre, il a une belle chemise, un beau costume, voiture. il a une belle bagnole, une belle villa, une belle nana, etc. Il se tape des vacances. Moi, je me suis dit que je voulais ça à un moment donné de ma vie. Et quand j'ai eu tout ça, je me suis rendu compte que finalement, ça rimait plus à rien. C'est pas quelque chose qui me convient. Aujourd'hui, je vis bien dans les mêmes frags. Tous les jours, je suis dans les mêmes frags. J'habite dans 30 mètres carrés, 32 mètres précisément. J'ai accès à ma piscine, c'est pas ça. Mais j'habite à 5 minutes de la plage. J'habite en Asie, là où j'ai envie de vivre sur cette planète. En Thaïlande, ici, on est très bien. Et je n'ai plus cette pression sociale. J'ai pas besoin d'avoir une grosse montre. Si je veux me déplacer, je prends un petit scooter en location ou alors je prends un moto-taxi. Ça va me coûter l'équivalent d'1 euro pour faire des trajets de 2, 3, 4 kilomètres. Je suis très bien. C'est une idée reçue, ce sont des clichés où on dit oui, il est riche donc il doit être habillé comme ça, il doit avoir ces accessoires-là, il doit avoir cette bagnole-là. Les gars, ce sont des idées reçues. J'ai même envie de dire que ce sont les pauvres, avec tout le respect que j'ai, parce que je viens de cette classe cette classe sociale-là, qui se mettent en tête que oh, si j'ai quelque chose pour paraître, alors je vais être perçu. Oui, tu vas juste être perçu, mais tu ne seras pas. Moi, je me sens bien maintenant et j'en ai rien à foutre du paraître. Ah, t'as raison, mais je crois que la plus grosse clientèle de Gucci, c'est justement les pauvres. Ah ouais? Ouais. Ah bah voilà, je m'intéresse pas aux marques donc je sais pas. Bah, le plus gros du chiffre d'affaires de chez eux, c'est ça. Ah bah voilà. Et ici, bah, du coup, ce qui est marrant, c'est qu'en Thaïlande, tu as beaucoup de profils comme le tien qui sont habillés très sobrement. On en connaît un.
voilà, mais qui sont millionnaires pour le coup. Effectivement, il y a des millionnaires, il y a des multimillionnaires. Multimillionnaires, bien sûr. On peut donner des noms, oui, il n'y a pas de malaise, si on tu peut veux, en bien sûr. mal. Voilà, tu sais bien à qui je fréquente, tu sais bien, tu connais le nom de mes potes. Je fais référence à Marc. Il a un patrimoine de 3 millions, 3 millions et demi. Voilà, il vit très bien. Il vit comme moi finalement, dans peut-être 40 mètres carrés, lui. Il vit toujours dans les mêmes frags aussi. On va manger un soir sur deux ensemble au resto. Ce soir, je vais avec lui d'ailleurs. Il y a Steph aussi, On qu'on mange disait, pareil. celui qui a fait fortune en Roumanie, Voilà, 7 millions de Steph, patrimoine. il a nickel. lancé son patrimoine aussi. Mhm. Il y a pas quelques jours, Julien de la chaîne de Zay TV, ouais. qui était ici. Il est rentré au Panama. On a passé pas mal de soirées ensemble aussi. Il a un patrimoine à 8 chiffres. Lui, il a dépassé les 10 millions. J'ai passé des restos et des Ouais, soirées. mais lui, par contre, Julien, il a pas dépassé les 10 millions, mais il a le gros appartement au Panama. C'est de la il me semble location, que- son appartement. c'est de la location, je Julien, savais pas. il a 0 en immobilier. Ah, je savais pas. 0% de son patrimoine en immobilier, Julien. Ah, d'accord, oui, je savais pas. ça c'est à savoir. Lui, c'est beaucoup de déplacements, c'est énormément de déplacements. Lui a ETF choisi et le autres. Panama, Oui. toi, comme beaucoup, la Thaïlande. Ouais. Pourquoi est-ce que tu as choisi de quitter la Belgique pour la Thaïlande? Déjà, le climat. Après le climat, il y a également le civisme et la sécurité. Parce que tu sais, vivre dans un pays où c'est beau et le climat il est agréable, mais tu te fais agresser dès que tu sors, c'est pas mon fort. Je vais parler par exemple du Mexique ou du Brésil. Tu peux pas, au Mexique ou au Brésil, te balader partout à tout moment de la journée. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ok. Il y a des zones où il ne fait pas bon vivre. Ici, tu te sens en sécurité Voilà. comparément à la Ici, en Belgique. Thaïlande, une nana de 16 ans habillée en maillot de bain à 1h, 2h, 3h du matin, elle peut se balader toute seule où elle veut en Thaïlande, il ne va rien lui arriver. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de problème de criminalité en Thaïlande, pas du tout. Il y a des cas de criminalité, mais c'est hyper rare, très très rare, et la plupart du temps, ils ne sont même pas créés par les Thaïlandais. Ils sont créés C'est les par Farangs, les étrangers. des étrangers qui sont bourrés et qui ne savent pas se tenir avec de l'alcool. Il y a tous les ingrédients pour que ça explose ici en Thaïlande et pourtant ça n'explose jamais. Ou C'est très un chaos rarement. organisé. Donc on est en sécurité ici. Le coût de la vie est très bas aussi parce que t'es millionnaire mais t'as pas envie de tout dépenser non plus. Parce que moi j'ai été à Dubaï. On a eu cette conversation quand on s'était rencontrés à Bangkok, souviens-toi. La vie à Dubaï j'ai fait. Moi j'ai quand même fait 22 pays avant de me dire ok, de tout ce que j'ai vu, c'est en Thaïlande que je veux aller. Parce que j'ai fait la Norvège, j'ai fait la Suède, j'ai fait beaucoup Moi, j'en ai fait d'Europe. 6. On a fait 6, c'est déjà énorme. Hein. Certains n'en ont fait qu'un là où ils sont nés, tu vois. Et finalement, la Thaïlande, parce que ça coche beaucoup de cases. Quelles sont ces Forcément. cases? Comme je te disais, le climat, le civisme, la sécurité, le coût de la vie, Rapport qualité-prix. le rapport qualité-prix, ça c'est énorme. Si tu veux la plage, la mer, tu y vas. Si tu veux la montagne, tu y vas. Si tu veux la grosse ville, la t'as ville, Bangkok. tu y vas. Si tu veux des centres commerciaux, tu y vas. Tu sais, souvent on me dit oui, la Thaïlande c'est le tiers-monde. La Thaïlande, c'est pas le tiers-monde. Les gars, ceux qui vous disent que la Thaïlande c'est le tiers-monde, ils ne sont jamais venus en Thaïlande. Parce que quand tu atterris à Bangkok et que tu restes quelques jours à Bangkok, tu te rends compte que c'est le futur. Quand tu compares, moi je viens de Belgique, je compare Belgique Bruxelles à Bangkok. J'étais à Paris, hein, tu compares Paris, Bruxelles à Bangkok. Oui. Je suis désolé, on est dans le C'est futur. l'ancien monde, l'Europe maintenant. Bien sûr. Et je dirais que l'Asie, c'est le futur. Mais par contre, je pense que si tu vas en Chine, tu ressens encore plus cette notion de futur. Il y a un clivage énorme. Hein. Chine, Corée du Sud, pour moi, c'est vraiment ce qui... Il s'est passé quelque chose. Tu vas à Singapour, ils ont un Singapour aéroport. aussi. Pour moi, Ouais. c'est le plus bel Ouais, il est aéroport fou, au monde. hein. Hein. Ouais, je l'ai jamais fait, mais celui-là, il faut que je le fasse. Tu l'as pas vu de tes Non, yeux? il faut que je le fasse. Faut y aller. Écoute, J'attends mon visage. Singapour, c'est le seul aéroport au monde où tu es content d'avoir une escale qui est très longue. De fou. Ils ont De des fou. chutes d'eau, ils ont tout. une espèce de parc d'attractions, j'ai vu Ils des ont un parc restaurants. d'attractions, c'est de la ils ont folie. le jardin à papillons, ils ont des cinémas. Il y a de tout. Il y a de tout dans l'aéroport Ouais. à Singapour. Mais d'un point de vue business et service Ouais. client, c'est génial. Tout est génial ici en Asie, selon moi. Alors on va me dire oui, mais tu survends l'Asie, tu nous vends du rêve, pas du tout. J'ai une chaîne YouTube où la plupart du temps je mets les effets négatifs de ce que j'observe au quotidien. Je relate le négatif de ce qui m'entoure. Alors on me dit ouais, mais ce gars-là il est dépressif, il est mélancolique. Non, pas du tout. Je relate le point négatif pour que justement on vend pas du rêve et que le gars il vient mais il préparé, il sait anticiper un maximum. Mais j'adore ce pays, moi, je vais mourir dans ce pays. Tu comprends? Mais de toute façon, déjà, tu ne viens pas ici si tu es salarié pour moi, à moins que tu Non. sois vraiment importé d'une grosse boîte qui donne un big salaire, Ouais, etc. ouais, Pourquoi ouais, pas? ouais. Mais
tu viens ici, tu as déjà un petit business. Ouais. Là, lui, aujourd'hui, il vit même pas de son patrimoine. Il a créé une chaîne YouTube en assez peu de temps. Ça Ouais. fait même pas un an maintenant. Ah, et là, il vit déjà de cette chaîne YouTube qu'il a créée. Donc, il Elle vit a grâce 7 à la mois, création de contenu, tout comme moi. Ouais. C'est vrai que donc voilà, j'ai placé beaucoup d'argent, donc j'ai des rentes mensuelles qui avoisinent, non pas qui avoisinent, exactement à quelques euros près, on est à 2280 euros tous les mois de rente. Tu pourrais vivre déjà rien qu'avec ça. Oui, oui, bien sûr, j'ai commencé à vivre avec ça. On parle juste de ce qui est placé. J'ai aussi des loyers qui tombent, j'ai des royalties, parce que j'avais signé des contrats avec une boîte suisse, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici, ça va être long. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Et donc du coup ma chaîne YouTube, tu viens d'en parler, j'ai aussi un site d'e-commerce par rapport à une boîte, une LLC que j'ai montée en Amérique, il faut le savoir, donc qui génère aussi de l'argent, qui fait même pas partie de ces 2280 dont je te parle. Et donc cette chaîne YouTube, elle a 7 mois, et au moment où je te parle, ça fait donc 4 mois, ça va être le 5e mois là maintenant qu'elle rapporte de l'argent, c'est pas mal. J'ai commencé avec des rentrées de 300 euros et là pour le mois de juillet elle me donne à peu près 950 euros. Et ça c'est en direct parce qu'indirectement il y a de l'affiliation et je t'en parlais, je fais un mois qui va dépasser 2000 et demi, 5000, 7000 et demi, 8000, j'arrive presque à 9000 euros, 8800 euros. Ce qui est incroyable. Directement, il y a directement de mon YouTube. Avec de la création de contenu. Qu'est-ce que tu penses alors de ce business de la création de contenu que moi je trouve formidable comparément à d'autres business? Là, tu as vraiment une marge qui est incroyable et c'est très plaisant à faire. Ben, c'est super plaisant, tu parles de ce que tu veux, tu vas parler de ta passion, tu vas parler de ton environnement, tu le fais au moment que tu veux, mais après il faut quand même se responsabiliser, il faut quand même être motivé, il faut quand même être discipliné, Bien ça sûr, c'est certain, c'est pas facile. Comme dans tout, mais tu es ton propre patron. Tu fais les choses à ton rythme, à ton aise, tu le fais avec amour. Et si ton fond de commerce, c'est la sincérité, ça va vraiment se ressentir et alors ça va très vite bien se passer. Au moment où je te parle, j'ai atteint 13 000 abonnés sur une chaîne francophone avec le thème Thaïlande. C'est du jamais vu. Alors on va me dire oui, mais il y en a d'autres, ils ont 150 000 abonnés. Oui, mais c'est moi qui détiens le record au moment où je te parle de la plus grosse perf rapide. Oui. Je fais des mois, je t'ai montré tout à l'heure, 480 000 vues sur les 28 derniers jours. C'est quand même assez intéressant. Ce qui est génial, c'est certain. Ouais. Est-ce que tu as un mot de la fin pour ceux qui nous regardent? Ouais. Les plus jeunes ou même ceux qui ont 40 ans, qui veulent se bouger mais qui n'osent pas? Un mot de la fin assez court parce qu'après j'ai un autre rendez-vous. Je sais. Lancez-vous les gars, soit vous décidez de vous lancer et de passer en mode je vis ma vie, ou soit vous continuez à la subir et tôt ou tard vous allez le regretter. Donc lancez-vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Aymeric et Jonah, restez vaillants. À tout bientôt les gars, salut. Ciao.